Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on met le cap sur le Brésil, direction Bahia. Salvador de Bahia est la plus métissée des villes qui bordent l'Atlantique, l'une des plus sensuelles aussi. Vous risquez de succomber à son élixir enivrant dans quelques instants en suivant les pas de l'écrivain Jorge Amado. Il a su retranscrire cette aura charnelle dans ses livres, ce sera l'inspiration. Jorge Amado, comme tout habitant de l'état de Bahia, était fou des aracagés, qu'on pourrait traduire en français par boules de feu. Ces beignets très pimentés, vous en aurez la recette dans Papille. Au sud de Salvador de Bahia, l'étape devrait s'avérer irrésistible, elle aussi, pour les amateurs de chocolat. Sur plus de 200 km s'étend la côte du cacao. Ce nom gourmand, la région le doit à une histoire savoureuse, mais non sans amertume. Ça, ce sera l'héritage. Enfin, sur les hauteurs de Salvador de Bahia, dans l'un des plus anciens quartiers de la ville, nous reviendrons sur une révolte qui a changé l'histoire du pays. Et tout de suite, nos neurones vont devoir faire quelques dribbles. Vous le savez, le Brésil, c'est le pays du football, 5 fois champion du monde tout de même. Mais pourquoi certains joueurs utilisaient-ils de la poudre de riz avant les matchs ? Elle est riche en vitamine B, en fer et en magnésium, mais ce n'est pas pour améliorer leur performance physique sur le terrain que des joueurs l'ont utilisée au début du XXe siècle. Alors à votre avis, pourquoi ? Vous avez 45 minutes pour trouver la réponse. Avant cela, on va tremper nos orteils dans l'Atlantique, à l'instar de l'écrivain Jorge Amado. Il a exploité tous ses sens pour délier son écriture, et à Salvador de Bahia, il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour être grisé par la sensualité. C'est l'inspiration. Salvador de Bahia, l'enchanteresse. Une architecture baroque, une âme métissée. C'est la plus africaine des villes du Brésil. L'écrivain Jorge Amado, mieux que personne, a su magnifier cette culture débordante de couleurs, de poésie, d'humour et de sensualité. L'enfant du pays, traduit dans 49 langues et adapté au cinéma, y a puisé l'essence de ses plus belles œuvres. Comme Bahia de tous les saints, l'histoire d'un gamin des rues devenu boxeur, ou Dona Flor et ses deux maris qui mettent en scène une femme trompant son époux avec l'esprit de son premier mari décédé. Des chroniques sensuelles populaires et empreintes de merveilleux. À son sens de l'humour toujours bienveillant s'ajoute un engagement sans faille en faveur des plus démunis. Sous sa plume, Salvador et ses personnages s'animent bien au-delà du papier. On a pour habitude de dire que celui qui lit les romans de Jorge Amado mange avec lui, s'assied à table avec ses personnages, ressent les odeurs. Il a réussi à retranscrire dans ses œuvres une atmosphère où tous les sens sont en éveil. Sur les hauteurs de la ville, dans les dédales de ruelles multicolores du centre historique, on s'attend partout à croiser les personnages de Jorge Amado. Les intrigues de ses romans se mêlent et se démêlent dans ce quartier du Pelourinho. C'est ici que bat le cœur de la cité. Et on y trouve tout ce que nous avons de plus profond et de plus précieux pour la mémoire de notre peuple. Né à l'intérieur des terres de l'État de Bahia, Jorge Amado rejoint Salvador dans les années 20 pour aller au lycée. Il habite alors dans un pensionnat du centre historique et découvre un univers totalement différent de celui de son enfance. Salvador est une ville qui embrasse, qui accueille, et tout ça a forcément fasciné ce jeune. C'est ce qui fait que son univers littéraire est très chaleureux. Dans cette vieille ville, les maisons mitoyennes, habitées par des familles, favorisaient les échanges entre les voisins. Il y avait aussi beaucoup de gens qui circulaient dans les rues. Et tout ça était associé à la musique, à la couleur de la ville. Jorge Amado a commencé à construire ses personnages à partir de ce qu'il a expérimenté et des gens qu'il a rencontrés. Il leur a donné des noms en ne changeant qu'une ou deux lettres. Quand on vient à Salvador, on doit laisser de côté tous ses préjugés. Ça a été le cas de Jorge Amado, et c'est vraiment ce qu'il a fait. Il s'est immergé au fond de la culture, il a bu à cette fontaine, et il s'est mis à faire partie de cet univers.
Un des personnages les plus célèbres de son œuvre est sans aucun doute Dona Flor, une belle brune qui tient une école d'art culinaire dans le quartier. Car la cuisine typique de la ville, aux accents épicés et métissés, fait la fierté des Baianais. La cuisine dont il parle est la cuisine afro-baïnaise. C'est une spécialité chez nous. L'odeur de l'huile de palme imprègne les murs de la ville. Elle entre dans les maisons. Et les saveurs sont très fortes, pas seulement pimentées, mais aussi exotiques. Des saveurs que la cuisinière Dada, telle l'héroïne de Jorge Amado, va dénicher au marché comme celui de Sao Joaquim, une institution en bas du Pelourinho. Jorge était la personne la plus spéciale que j'ai jamais connue de ma vie. Le plat préféré de ce cher Jorge Amado, c'était tout. Mais le riz assaisonné, le ragoût de tripes et les acarajés, ça, il ne pouvait pas s'en passer. Ça le rendait dingue s'il n'y en avait pas sur sa table. Les fameux beignets d'acarajé, évoqués dans la plupart des œuvres du romancier, sont un incontournable de la cuisine locale. Élaborés à base de haricots, de piments, de crevettes séchées, frits dans l'huile de palme, ils servaient à l'origine d'offrandes aux dieux. Il adorait manger, donc aucun de ses personnages n'oubliait de se nourrir. Ces personnages étaient toujours assis autour de grandes tables pleines de nourriture et tous mangeaient. Parce que la nourriture, le fait de manger, c'est le plaisir. Surtout pour celui qui a connu la faim. Car le sourire des Baianais sert parfois de paravent aux difficultés de la vie. Dans son œuvre, Jorge Amado s'attache au sort des opprimés et des plus pauvres. L'ascenseur Lacerda, emblème de la ville reliant le Pelourinho à la ville basse, permet d'accéder au monde des quais, cher à l'écrivain. Cet espace ici, c'était là où arrivaient les voiliers de l'intérieur de la baie de Tous les Saints et qu'ils apportaient les marchandises. Pour Jorge Amado, cet endroit était une référence, car c'était souvent ici que ces personnages construisaient leur vie à terre, comme en mer. Gamin des rues, de son livre Capitaine des Sables, fille de joie et marin, de Bahia de Tous les Saints, dockers, joueurs et noceurs s'y perdent et s'y rencontrent immanquablement. On retrouve dans cette galerie de personnages, aussi imparfait qu'attachant, tout l'engagement social de Jorge Amado. Jorge Amado, en tant qu'auteur et intellectuel qui a vécu l'ascension du communisme, a vu dans cette idéologie politique un moyen de montrer à la population qu'elle pouvait sortir de la pauvreté grâce à son quotidien. Cette émancipation de l'homme est très importante dans son œuvre. Pour Jorge Amado, cet espoir d'une vie meilleure s'écrit souvent en mer. C'est ce dont rêve le héros du roman Bahia de Tous les Saints, Balduino, un ancien boxeur des bas-fonds de la société bayanaise. Dans l'œuvre de Jorge Amado, la baie de Tous les Saints, notamment à travers son personnage Balduino, la mer représente l'évasion, le moyen d'échapper à une trajectoire antérieure qui n'était pas bonne. La mer, dans ce cas, serait le symbole de la purification, avant une nouvelle vie. Les eaux murmurent au passage. Un poisson saute dans la lumière. Maître Manuel est au gouvernail. Le gros suit sans comprendre. Antonio Balduino
étendu, regarde le spectacle de la mer. L'engagement littéraire et social de Jorge Amado en faveur des plus défavorisés se teinte toujours d'un supplément d'âme, typiquement baïanais, car le peuple de la baie place son destin entre les mains de tous les saints et de toutes les divinités. Para Jorge Amado, este mundo é carregado de imaginários. Pour Jorge Amado, c'est un monde chargé d'imaginaire. C'est un univers magique qui contient beaucoup d'éléments de la mythologie africaine. As referências culturais do Mar da Bahia, Cette mer de la baie de tous les saints, sur laquelle Amado a navigué poétiquement, littérairement, renferme les références qui forgent l'identité culturelle de Bahia. Par exemple, la déesse de la mer, Yemanja, est une force positive qui accompagne Balduino vers une nouvelle étape de sa vie. Yemanja vient de la mer. Elle viendra de la mer avec ses longs cheveux de mystérieuse couleur. Elle viendra les mains pleines de coquillages, le visage souriant. Et elle jouera avec eux, entrera dans le corps d'une négresse et sera semblable au noir. Cette divinité du candomblé, la religion bayanaise d'origine africaine, représente bien plus qu'un simple folklore. Au Terreiro do Chumare, dans le quartier de Federação, comme dans les centaines de sanctuaires de la ville, on honore les divinités issues d'Afrique tout en affichant une philosophie de vie très aboutie. On appelle cet état d'esprit ayo, c'est-à-dire la joie. Pas la joie dans le sens qu'il n'existe pas de problème dans le monde, mais une joie comme une force de vie. C'est un des principes les plus forts du candomblé. Jorge Amado s'est immergé en profondeur dans cette culture du candomblé. Dans la plupart de ses écrits, il conte la vie qui s'organise dans ce monde parallèle. Jorge Amado a toujours été un écrivain indigné par le monde dans lequel il vivait. Un des outils qu'il a trouvé était le candomblé. Il l'opposait, par ses principes et ses valeurs, à un monde judéo-chrétien, qu'il voyait comme un monde très pesant, basé sur la culpabilité, le péché, la souffrance, alors que le candomblé instaure une autre relation avec la nature, une autre relation avec les gens, avec notre propre corps. Et, dans ces rapports, il y trouvait beaucoup plus de légèreté et de joie. Au cours des rituels, attirés par les tambours, les esprits descendent sur l'initié de leur choix, entraînant un phénomène de transe. Les pieds nus des femmes pilonnaient la terre battue. Les corps ondulaient suivant le rite. La sueur ruisselait. Tous étaient empoignés par la musique et par la danse. Les récits de Jorge Amado ouvrent une porte sur un univers envoûtant où la frontière entre la fiction et la réalité s'est effacée. Sa maison du Rio Vermelho, un quartier bohème du sud de la ville, très prisé des artistes, est à l'image de son univers, exotique, enchanteur, peuplé de personnages ou de leur esprit. Au début, quand il réfléchissait à ses projets de livres, cette maison était très importante dans ce processus. Parce qu'il passait des heures dans un hamac. Et on lui disait « T'es fatigué ?»« Non, je travaille », répondait-il. Et puis un jour, il disait « Je vais à la machine à écrire pour commencer le livre ». Ce coin de table a vu passer beaucoup de ses œuvres. Dans cette phase d'écriture, il avait toujours besoin de gens avec lui. Il n'arrivait jamais à s'isoler. C'était quelqu'un de très ouvert. Il aimait les gens. Tous les dimanches, c'était porte ouverte. Il y avait de la musique et des gens qui chantaient. C'était ça, cette maison. Jorge Amado a rejoint le monde des esprits en 2001.
Ses cendres sont inhumées dans ce jardin enchanteur, sous le regard d'Échou, le saint protecteur de la maison, grand amateur de cigares et d'eau de vie. Le génie de Jorge Amado continue de chanter sa ville, fougueuse, passionnante et foncièrement attachante. Vous êtes peut-être encore en train de chercher la réponse à la devinette. Eh bien, Thomas Chauvineau, lui aussi, est joueur aujourd'hui dans le clin d'œil. C'est l'heure du quiz. Quel est le sport national du Brésil? Petit A, le football. Petit B, la capoeira. Attention, il y a un piège. Il fallait répondre A et B. La capoeira, depuis 1974, est considérée aussi comme sport national. À mi-chemin entre art martial et chorégraphie, la capoeira se pratique dans une roda, une ronde au son du berimbau et des mains qui claquent le rythme. Au centre, les deux combattants danseurs enchaînent les martellos, coups de pied circulaires et les negativas, position de défense au sol, ou encore les demi-lunes de compas. La capoeira, c'est un sport de combat poétique. Inventée au cours du XVIe siècle par les esclaves africains, la capoeira devient au XIXe le domaine réservé des gangs, les maltas de capoeira. À l'époque instable où le pays hésite entre allégeance à la couronne portugaise et indépendance, les gangs prennent le contrôle des rues à coups de tête, de coudes, de genoux et accessoirement de lames de rasoir. La capoeira, c'est pour les mauvais garçons. Heureusement, Mestre Bimba va remettre de l'ordre dans tout ça. Il commence par demander un certificat de travail à ses pratiquants pour tenir les voyous à l'écart. Bimba civilise la capoeira. Mestre Pastinha va lui donner ses lettres de noblesse. Avec lui, la capoeira devient musicale, poétique et politique. Il institue le port de l'uniforme, t-shirt jaune, pantalon noir, ajoute un orchestre et couche dans un livre la philosophie de ce sport hybride. L'écrivain Jorge Amado en parle dans un guide de Salvador qu'il rédige en 1958 et Tom Jobim lui-même, Monsieur Bossa Nova, l'a pratiqué. Depuis, elle a largement dépassé les frontières. En France, par exemple, il existe 400 académies de capoeira. Elles sont présentes aussi en Allemagne. La capoeira à l'assaut de l'Europe, c'est tout un symbole. Dans cette ronde, il n'y a pas simplement deux combattants. Elle a d'abord été un refuge avant de devenir un lieu de mémoire des esclaves. À chaque rencontre dans la roda, il se rejoue une petite partie de l'histoire de l'Afrique. La suite de cette spéciale nous conduit un petit peu plus au sud, dans la région d'Ileus. Et c'est par l'odeur alléchée du chocolat que nous allons faire une étape le long des plages de sable blanc. C'est l'héritage. On l'appelle d'un nom gourmand, la côte du cacao. Au sud de Salvador de Bahia, au Brésil, elle s'étend sur près de 200 km de longues plages bordées de cocotiers. Son nom, elle le doit à une histoire savoureuse, mais non sans amertume, celle de la culture du cacao. Un trésor qui a de tout temps affolé les papilles et l'imagination des hommes. Déjà pour commencer, il y a son nom scientifique, Theobroma cacao, le délice des dieux. Nommé ainsi pour son goût, pour son caractère addictif, pour le plaisir que l'on éprouve à le déguster et l'explosion de saveurs en bouche. C'est pour toutes ces raisons qu'il a été si convoité. Dans la région, nous avons été des pionniers et les plus grands exportateurs de cacao au monde. Et ça a fait notre fortune. Ici, si on disait de quelqu'un qu'il avait du cacao, cela voulait dire qu'il avait de l'argent, qu'il était riche. Cette région a été l'un des endroits au monde où le cacao a permis de bâtir les plus grosses fortunes. Une histoire où se mêlent avidité, sueur, violence et passion. Et qui commence comme un roman d'aventure par l'arrivée d'un homme venu de loin avec de mystérieuses semences. L'origine du cacao dans la région remonte à 1746, avec l'arrivée de graines de l'Amazonie brésilienne dans une ferme qui s'appelait Cubiculo, apportée par un Français, Louis Varnaud. L'initiative de Louis Varnaud, un marchand, n'est pas immédiatement couronnée de succès.
Il connaît pourtant le potentiel commercial de ce petit arbre, le cacaoyer. Ces fèves permettent la fabrication du chocolat dont la noblesse européenne raffole. Mais le cacaoyer est capricieux et ne devient productif qu'après de longues années. Après quelques essais infructueux, les planteurs locaux lui préfèrent la canne à sucre et le café. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que débute l'épopée des pionniers du cacao. Des hommes d'humble ascendance, parfois même des esclaves affranchis, viennent de toute la région pour y tenter fortune. Le seul moyen de pénétrer cette forêt extrêmement dense était d'emprunter les cours d'eau. Ces cours d'eau ont permis aux hommes d'avancer à l'intérieur des terres et de créer les premières plantations. C'était un environnement très hostile. Il fallait affronter des animaux inconnus, des maladies, cette humidité, cette chaleur, les moustiques. Les conflits entre ces hommes et les indigènes étaient fréquents. Tout cela représentait un immense défi. Quand les pionniers ont commencé, ils ne savaient pas comment s'y prendre pour cultiver le cacao. Il leur a fallu inventer des techniques agricoles. Le cacaoyer est un arbre originaire de la forêt amazonienne. Et il fallait donc essayer de créer un environnement qui reproduirait un peu les conditions climatiques de l'Amazonie. Après de nombreux essais, ils ont mis au point une technique appelée cabroca, qui consiste à couper les arbustes, puis à planter les cacaoyers à l'ombre de grands arbres, ce qui permet de conserver beaucoup d'humidité au sol. Ce processus a été très compliqué, mais avec le temps, il s'est avéré extrêmement productif. Durant la première moitié du 19e siècle, la culture du cacao demeure relativement modeste. Mais à partir de 1870, les cours mondiaux du sucre s'effondrent et son économie, pilier de la région, connaît une crise sans précédent. Le cacao devient le nouveau Graal. Des hommes arrivent en masse pour tenter leur chance et défrichent à tour de bras. Et ce sont de riches familles qui vont en profiter. Comme celle de la Fazenda Provisao, l'une des exploitations les plus opulentes de la région. Les puissants profitaient de ces nouveaux venus pour défricher, planter et cultiver. Et ces derniers espéraient en tirer avantage. Mais quand ils commençaient à obtenir des récoltes, quand le plus dur avait été fait, les riches familles venaient et s'emparaient de la terre. Parfois, ils les récompensaient pour leurs efforts, mais la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Par la force ou par des manigances légales, ces puissantes familles mettent la main sur d'immenses parcelles de terre déjà plantées de cacaoyers ou qu'ils destinent à l'être. On surnomme les chefs de ces clans les colonels du cacao. Ils règnent sur leur domaine comme autant de seigneurs et exploitent impitoyablement leur main-d'œuvre. Une force de travail composée en grande partie d'esclaves jusqu'à l'abolition en 1888, puis de travailleurs agricoles, corvéables à merci. Les travailleurs étaient venus ici en espérant rencontrer une sorte d'Eldorado. Mais la réalité était bien différente. La vie de ces travailleurs était très dure. Ce n'étaient pas des esclaves, certes, mais on avait affaire à une exploitation très forte de l'homme par l'homme. Certaines exploitations avaient une technique pour assujettir ces travailleurs. Il y avait un dépôt pour vendre des produits alimentaires, mais les prix étaient bien supérieurs aux prix en ville. C'était une manière d'endetter et donc de retenir les travailleurs. Les colonels, devenus des figures légendaires dans la région, font rapidement fortune à la faveur du boom du cacao au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Le Brésil ne fabrique pas son propre chocolat, mais il est alors le deuxième exportateur de fèves de cacao au monde. Une manne qui permet aux colonels de faire construire sur leurs terres d'imposantes demeures. Ils y mènent grand train, bien loin de la misère des hommes qu'ils exploitent, et font parfois régner la terreur.
Il y avait des colonels raffinés, cultivés, qui avaient reçu une éducation. Mais il y en avait des grossiers, des colonels brutaux, presque sauvages, impitoyables. Si un travailleur les défiait, il pouvait décider de le faire supprimer. Ce n'était pas fréquent, ce n'était pas la règle, mais ça a existé. Sans foi ni loi et rebelles à tout ordre, les insatiables colonels se disputent entre eux le contrôle des terres vierges. À la tête de petites armées personnelles, ils s'affrontent sans répit. Les terres n'appartenaient à personne. Même l'État n'avait pas de contrôle dessus. C'était juste de la forêt. Et celui qui arrivait le premier en prenait possession. Ça a créé de grands conflits, qui ont parfois mis des années à se résoudre. Les guerres entre ces familles ont été sanglantes et ont engendré nombre de morts. L'un de ces conflits fonciers entraîne en 1912 une intervention armée de l'État brésilien pour rétablir l'ordre. Il arrive aussi que les choses se résolvent pacifiquement par des mariages entre membres des familles en conflit. Ce qui concentre davantage encore la richesse du cacao. Acheminés en bateau par les fleuves, puis par une voie ferrée, les précieuses fèves partent pour le reste du monde depuis le port de la ville d'Ilhéus. À partir de la fin du 19e siècle, l'argent du cacao fait surgir une cité qui conserve en partie sa splendeur d'autrefois. Les colonels étaient en rivalité pour se faire construire chacun une maison plus belle que celle des autres. Il y avait une émulation, une compétition pour montrer qui était le plus puissant. Leurs demeures étaient bâties par des architectes qu'ils faisaient venir de l'étranger. Des bâtiments publics et des hôpitaux ont été construits avec l'argent de propriétaires de plantations. Un cinéma aussi, très luxueux au moment de son inauguration. Les églises et la cathédrale ont également été édifiées avec des donations des colonels. Une famille a offert les cloches, une autre famille les portes, une autre famille les vitraux, par dévotion ou par volonté de se faire remarquer. Durant cette période faste du cacao, les propriétaires de plantations finançaient même les partis politiques. En sous-main, ce sont eux qui dirigeaient la ville. Dans les décennies qui suivent, les colonels continuent à régner d'une main de fer sur la région. Mais un cataclysme va changer le cours du destin et pulvériser leur fortune. À quelques dizaines de kilomètres d'Ilhéus, des propriétés fantômes racontent cette tragédie. Nous sommes ici dans une région appelée Rio do Braço, qui était un endroit très célèbre à l'époque des plantations de cacao. Elle faisait partie des régions les plus riches et était peuplée par les travailleurs du cacao. C'était un endroit très fréquenté qui grouillait de vie. En 1989, une maladie survient brutalement et va tout dévaster. La maladie du balai de sorcière. Un champignon maléfique venu d'Amazonie qui rend les arbres chétifs et fait pourrir les cabosses de cacao. On pense que la maladie a été apportée à Bahia par la main de l'homme. Coup d'un militant désirant briser le pouvoir des voraces colonels du cacao ? Ou bioterrorisme d'un pays concurrent, la vérité n'a jamais été établie. La décadence a été fulgurante, car ce champignon se déplaçait avec le vent. Et le vent ici est très fort. Malheureusement, ici nous avons vécu cette réalité. Et ça a été une période très difficile. Cette région, qui connaissait une réussite flamboyante, est devenue un sujet de lamentation. Comme vous pouvez le voir, les habitants ont dû tout laisser. Ils ont abandonné leurs maisons. Environ 200 000 emplois ont été perdus. Beaucoup de personnes se sont suicidées, nombre de familles ont été brisées. Les gens ont commencé à chercher du travail ailleurs pour survivre.
Le Brésil est passé de 3e exportateur mondial de cacao à un statut d'importateur. Et les colonels ont disparu. Depuis, la filière du cacao bahianais a repris de la vigueur. Et nombre de producteurs ont choisi de le cultiver comme à l'origine, à l'ombre des grands arbres. Une méthode qui permet de préserver la forêt tropicale et sa biodiversité. Et si auparavant le Brésil ne faisait qu'exporter ses fèves, il fabrique aujourd'hui son propre chocolat avec des artisans créatifs comme en témoigne Cacao Doceo dans le centre d'Ilhéus. J'ai toujours aimé le chocolat, mais je ne savais pas comment le fabriquer. Je suis allée vivre au Canada et j'ai commencé à suivre des cours sur la fabrication du chocolat, toutes les étapes, de la fève à la tablette. Ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à faire du chocolat. Ici, au Brésil, j'ai été l'une des pionnières. J'aime travailler avec les garnitures de chocolat. Nous tenons à utiliser des produits issus de notre région et j'aime beaucoup explorer le cacao dans son intégralité. Nous avons donc là un chocolat qui contient une gelée à base de pulpe de cacao. Nous l'associons également à de la noix de cajou. Et comme nous habitons une ville de plage, nous utilisons aussi beaucoup de noix de coco. Le chocolat de Bahia commence aujourd'hui à se faire connaître dans le monde et ses artisans se font peu à peu une place dans l'univers délectable du chocolat gourmet. Tout à l'heure, on a vu que l'écrivain Jorge Amado devenait dingue s'il n'y avait pas à table des acarajés. Eh bien, à Salvador de Bahia, on a croisé Iracema qui va nous apprendre à les confectionner nous-mêmes, ces petites merveilles pimentées, ces papilles. C'est une révolte qu'on va revivre maintenant. Une révolte qui a failli faire vaciller les maisons coloniales du vieux quartier de Salvador de Bahia. Retour à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi au Brésil, certains joueurs de foot utilisaient autrefois de la poudre de riz avant de rentrer sur le terrain? Eh bien, c'était pour se blanchir la peau. Alors, ça se passait au début du XXe siècle, essentiellement dans l'état de Sao Paulo, où venait d'arriver d'Angleterre un nouveau sport, le football. Le passe-temps était alors très chic et réservé à l'élite blanche. Seuls quelques joueurs noirs étaient admis. Et pour se faire mieux accepter, ils se sentaient contraints d'avoir l'air plus blanc. Il ne me reste plus qu'à vous dire, até mais.